cette année est marquée par l'arrivée en force des mangas. Les mangas, ce sont des bandes dessinées japonaises que vos chérubins n'arrêtent pas de vous réclamer. Ça s'adresse à une clientèle de jeunes qui est en fait représentative de la société d'aujourd'hui. Donc en recherche d'identité, un peu en marge. Les mangas, c'est quand même ça. C'est un, une violence incroyable, et deux, 3 mots de vocabulaire. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Un manga que l'on pourrait traduire par image irresponsable. Bonjour, bonsoir à tous les amis, bienvenue dans BAM Banger Anime Manga Masterclass, votre podcast manga et animé préféré. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler d'un vaste sujet super intéressant qu'on aborde très peu, j'ai l'impression, dans le milieu depuis un petit moment. C'est le marché de la vidéo et plus précisément du Blu-ray DVD. De la Japanimation évidemment, qui a le vent en poupe. Et bah non, c'est faux, qui est en baisse de croissance depuis un petit moment, malheureusement. Mais on va en parler du comment, du pourquoi ce soir. Et évidemment, je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de Mister Dorian. Comment vas-tu, Dorian? Bonjour à tous, bonjour Ilias, comment ça va? Mais écoute, ça va super. Ça fait un petit moment que tu n'étais pas venu dans BAM. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien d'épisodes en vrai? Parce que je crois que j'étais là. Épisodes, je pense, au moins. Je crois que j'étais là pour les 2 premiers. On est au 6e. Alors on tourne là, c'est le 7e. Donc ouais, ça fait quasiment 4 même. Ouais, ben écoute, toujours un plaisir en tout cas d'être là. Plaisir partagé. Ne t'inquiète pas pour cela. Avis sur les chats qui ont des problèmes aux oreilles. Non, ça va, non. C'est des blagues qui se font en stream uniquement. Oui, il faut venir sur le live pour comprendre. Effectivement, pour ceux qui nous écoutent, évidemment, sur Spotify, YouTube et compagnie, on tourne évidemment le podcast en live. Donc il y a un petit pré-show, il se passe des choses en amont et après. Donc voilà, si vous voulez avoir la ref, des refs comme celle-ci. D'ailleurs, je fais souvent ce genre de choses. Si vous voyez les vidéos précédents, je crois que c'était Xela ma cible à la fois précédente. Mais ah non, c'était pas pendant le... Non, c'était autre chose. C'était plus compliqué pour toi. Mais Xela est avec nous évidemment ce soir. Comment vas-tu, Xela? Ça va très bien. Un jour tu paieras pour tes pour mes crimes. Comment vas-tu? Ça va super. Écoute, là alors on tourne en plus ce soir il y a Epitanime. C'est vrai. On ira passer une tête. Donc, c'est quoi Epitanime pour ceux qui ne savent pas? C'est une genre de mini-convention associative dans une école d'informatique en Ile-de-France. C'est vraiment un whip de merde, mec. Ouais. Et je serai avec toi, mec. Et à ma droite, nous avons Nelson de Tanuko qui nous fait le plaisir d'être présent avec nous ce soir. Bonsoir Nelson. Bonsoir la team. Merci beaucoup pour l'invitation. Grand plaisir d'être là avec vous et de parler de plein de choses intéressantes ce soir. Bien, le plaisir est partagé de notre côté. Est-ce que tu peux te présenter peut-être brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, donc Nelson, voilà, Nelson, c'est tout. C'est tout, hein. Merci. Non, aujourd'hui, je suis à la tête avec 2 grands amis d'une maison d'édition, Tanuko, maison d'édition vidéo. On en parlera longuement de cette maison d'édition et du marché de la vidéo. Et auparavant, j'ai eu pendant une dizaine d'années un petit blog où je partageais un petit peu notre passion commune avec les fans. Voilà. Qui s'appelait du coup, pour ceux qui ne savent pas, Jikan, ouais. Qui est fermé maintenant ou qui continue Non, c'est toujours, les pages elles sont toujours actives. Il va falloir que je fasse un petit communiqué bientôt, mais où je ne publie plus grand-chose depuis un certain temps. Ok, donc aujourd'hui, pour suivre tes nouvelles aventures, c'est chez Tanuko que ça se passe. Exactement. Vous avez annoncé votre existence il y a combien de temps? Fin juin dernier. Fin juin dernier, donc c'est évidemment très récent. Oui, alors on tourne, on n'est qu'en novembre, début novembre. Et par la même occasion, vous avez annoncé la sortie d'un très beau film, d'un très beau coffret, même d'une petite sortie événementielle. Exactement. Et l'annonce s'est faite justement à propos de la création de Tanuko, du label vidéo en fin juin d'ailleurs, parce qu'on voulait profiter de Japan Expo qui avait lieu 2-3 semaines plus tard, et l'avenue massive de fans de Japanimation à Paris. Et on a fait donc l'annonce fin juin pour qu'on puisse diffuser Golgo au cinéma sur les Champs-Élysées pour fêter son 40e anniversaire, puisque le film est sorti en mai 1983, donc 40 ans déjà. Et on a eu la chance donc de le diffuser le 15 juillet dernier et à la rentrée en septembre au Grand Rex. Mais écoutez, franchement, c'est très stylé. Très stylé. C'est une très très belle série, très beau manga. Travail de longue haleine. C'est ça. Golgo 13, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est une série absolument mythique au Japon notamment, qui
comprend maintenant plus de 200 tomes. Guinness des records, hein, avec son 202e Exactement. tome. 2021, l'œuvre est rentrée au Guinness Book parce que c'est l'œuvre non interrompue la plus longue au Japon. Quelques mois plus tard, Saito, le mangaka, est décédé. Donc c'est vrai qu'en 2021, pendant que nous travaillions sur la licence, parce que ça fait déjà longtemps qu'on travaille sur la licence, il y avait plein de choses qui venaient s'ajouter à notre travail, et ce fut un travail ultra passionnant par toute l'équipe. Vraiment, on a travaillé avec un beau mot cœur, avec des points positifs comme le Guinness Book, mais également avec le décès du mangaka en 2021. Évidemment, paix à son âme. Très très grand monsieur, très grand auteur, Saito, connu et reconnu par ses compères, par ses pairs. Donc franchement, La série continue d'ailleurs. Exactement, par Saito Productions. Donc tous ses assistants ou autres continuent encore aujourd'hui avec l'apparition de nouveaux chapitres et de nouveaux tomes depuis son décès. Donc la série n'a pas été interrompue malgré son décès. C'est ça. Et j'ai envie de dire que Golgo 13 lui a survécu. Et je trouve ça quand même super beau. Si c'est en tout cas la volonté de l'auteur, c'est super cool. Et du coup, on va parler un petit peu de Golgo dans un second temps, du coffret que vous allez sortir, que vous sortez là tout de suite. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la création de Tanuko. La genèse. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es réveillé un matin et je te dis, je vais faire ma maison d'édition vidéo, sachant que c'est un marché qui est un petit peu compliqué en ce moment, et on va en parler également dans une seconde partie. Complètement. Justement, la genèse et la création de la maison, elle vient un petit peu de là. L'idée ne vient pas de moi, personnellement, puisqu'il faut savoir qu'on est une équipe d'amis de longue date. Mais je me souviens très bien, je me promenais un dimanche de décembre, au Halles, à Paris, pour les personnes qui ne connaissent pas, un centre commercial de Paris. Justement avec un de mes amis et un des cofondateurs de la maison. On se promenait un dimanche soir et justement on s'est posé un petit peu pour rêver. On aime tous rêver un petit peu. Et si on faisait ça? Et si c'était comme ça? Et il commence justement à me parler de son rêve, de son idée. Et une maison d'édition, mais qui sortirait un petit peu du lot. On a un énorme respect par tous les éditeurs, par tous les acteurs du marché actuel. Mais vous le savez très bien, en tant que fan, on a toujours des idées de faire autrement, de proposer autre chose. Et donc, il a commencé à me dévoiler un petit peu son rêve de créer une maison d'édition. Moi, travaillant dans le luxe pendant plus de 10 ans, j'avais par exemple des appétences ou des connaissances du luxe, du packaging ou autre. Lui, travaillant dans le graphisme ou autre, il avait aussi des idées, des envies. Philippe, étant journaliste, ayant écrit des ouvrages pour d'autres labels vidéo ou même des bouquins. Il avait une vision analytique assez concise. Et donc chacun, on a eu l'idée de créer ce label justement pour apporter notre touche personnelle. Et oui, aujourd'hui et depuis longtemps, la France est considérée comme le deuxième plus grand pays de consommateur de pop culture japonaise. Je n'inclus pas que le manga, attention. Je suis plus global. Mais il y a encore beaucoup d'œuvres qui sont méconnues en France, qui sont méconnues, voire même inconnues. Moi, j'ai grandi, j'ai fait mes études au Portugal, donc j'ai vu des choses au Portugal qui ne sont jamais arrivées en France, par exemple. Donc, par exemple, il y a quoi comme série qui te vient à l'esprit Là, tout de suite, et tu me tends une perche en plus. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est peut-être une des séries que j'aimerais éditer, donc, mais je ne suis pas en train de dire que je vais le faire, attention. Ouais, bien sûr. Mais il y a une série que je regrette, que la France ne l'ait pas connue auparavant, c'est la série TV, attention, parce que les OAV sont sortis chez Kazé en 2002-2003. Je parle de la série Tenchi Muyo Universe. Donc, c'est une série pour les personnes qui ne connaissent pas la saga Tenchi Muyo. C'est une série qui a été faite un petit peu à part, un univers parallèle avec un début, un milieu et une fin. Donc, il n'y a pas besoin de connaître les OAV, l'univers pour profiter. On parle d'un triangle amoureux. Donc, c'est vraiment une série génialissime. Entre autres. Et ça, c'était diffusé au Portugal? C'était à la chaîne nationale. Trop bien. Donc l'équivalent de France 2 ici en France. Il y a comme ça plein de séries qui sont jamais sorties. Tout comme eux, ils ont leur background, et je parle de mes associés, mes amis bien sûr, ils ont leur background et leur envie. Moi, j'ai des idées. Et la maison d'édition s'est construite justement sur l'envie de faire quelque chose de plus, qui n'est pas fait aujourd'hui, et aussi l'envie de faire découvrir des coups de cœur que nous avons personnellement, qui n'ont pas ou qui n'ont peu été dévoilés, présentés en France, dans l'Hexagone, et pas que, parce que tu le disais à juste titre, aujourd'hui le marché de la vidéo est vraiment en perte de croissance, déjà depuis de longues années, on en reviendra dans quelques minutes.
Mais un des piliers de la création de la maison d'édition a été aussi le fait qu'on ait l'envie de proposer nos éditions à l'international. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de fans. Je veux le film Golgo en France. La dernière fois que le film Golgo est sorti en France, c'était en DVD en 2007. Ça fait plus de 15 ans. Ça remonte. En 2007, j'avais 15 ans. J'allais pas forcément m'intéresser à ce genre d'œuvre. C'est sûr. Aujourd'hui, plus de 15 ans plus tard, ces jeunes-là, en 30 ans, ils ont envie de connaître ce genre de pilier de l'animation japonaise. Donc Golgo est le coup de cœur de Philippe, mon associé. Et on a commencé vraiment par ce coup de cœur-là. Et on voulait vraiment le proposer. Le film est sorti en DVD, mais jamais en HD. Il n'est jamais sorti en HD en Europe. Et là, on a fait une petite veille concurrentielle. Le film est sorti en Italie, en Allemagne, en France en 2007. Depuis, le film n'est jamais sorti. Aujourd'hui, la seule façon de le voir en HD, c'est d'aller aux États-Unis ou sur Internet, de commander via un éditeur, parce que le film est sorti en Blu-ray en Amérique. C'est d'ailleurs au monde la seule fois où il est sorti en Blu-ray. Même pas au Japon. 2016, même pas au Japon. Okay. Il est sorti en 2016 en Amérique, en Blu-ray, mais jamais au Japon. Je rassure, le master est vraiment un master HD. Ce n'est pas un upscale. C'est pas un ce que j'avais demandé du coup. Je te voyais ton regard, il parlait tellement fort. Non, c'est vraiment un master HD que TMS a en sa possession. Et donc là, on s'est dit, mais pourquoi le faire que pour la France et ne pas partager cette édition-là avec tous les pays européens. Donc ça a été un autre, et pareil, on en parlera dans quelques minutes, c'était un autre challenge, c'est d'acheter les droits d'exploitation pour tout l'espace Schengen. D'où le EU dans vos noms sur les réseaux sociaux. Donc. Exactement. Mais ça, c'était une envie, et il a fallu la justifier auprès des ayants droit quand on a commencé à faire les premiers contacts, à les contacter. Mais aujourd'hui, sachant que le marché en France et ailleurs perd vraiment sa vitesse, on avait cette envie d'agrandir un petit peu le marché, les fans, et de proposer à tout le monde cette édition-là pour ce film. Est-ce qu'à ce niveau-là, du coup, en proposant comme ça toute l'Europe, comme tu l'as dit, c'est un marché qui est un peu en perte de vitesse, et on en parlera tout à l'heure, mais je suppose que c'est quand même le cas globalement un peu partout dans le monde. Sûr. Est-ce que ça permet aussi peut-être un peu, pas d'amoindrir les coûts, mais d'avoir quelque chose de plus rentable, entre guillemets aussi? Quand tu proposes une belle édition, si tu la proposes à un public de 60 millions de personnes, mais non, Golgo13, ça ne parlera pas à 60 millions de personnes malheureusement. On va faire une centaine de personnes. On va c'est ça. Un petit pour... Entre 100 fans en France et peut-être 500 000 en Europe, 500/1000, hein, pas 500 000. J'aimerais bien. Tirage à 500 000 exemplaires, waouh! Pour vous, ça fait un vrai levier à ce niveau-là en termes de production, de ce que vous pouvez faire de différent? Oh, cette question a tellement de réponses possibles, hypothétiques. C'est vrai que pour l'instant, tu n'as pas encore les... Alors, imaginons, en tant qu'ayant droit japonais, mon but, à moi, en tant qu'ayant droit japonais, est de vendre la licence au maximum de pays d'éditeurs européens. En le vendant qu'à un seul éditeur pour le distribuer dans plusieurs pays, du coup, je vais augmenter le minimum garanti, on va dire. Je vais augmenter le prix de la licence. Donc, c'est une des choses avec laquelle on s'est confronté. On veut acheter pour plusieurs pays, du coup, il va falloir payer plus cher que si j'ai acheté que pour la France. C'est logique. Au niveau de la rentabilité, on va voir. Que les tirages, ils sont ultra limités, il faut le dire. Hein, et on l'a déjà dit sur les réseaux sociaux, on essaie d'être le plus transparent avec tout le monde. Le coffret Golgo est tiré à 1500 exemplaires. Un coffret qui est numéroté. Je tiens à préciser, c'est le coffret qui est numéroté. C'est pas un flyer qui est numéroté. C'est pas une carte postale glissée dans le coffret qui est numéroté. On parle du coffret Origine qui est numéroté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confrères. J'aime beaucoup ce qu'ils font, mais qui parlent toujours d'édition limitée. Mais en fait, c'est des éléments du coffret qui est numéroté. Voilà, nous, c'est vraiment le coffret. Ah, et du coup, quand ils vont réimprimer, juste ils mettront pas le flyer ou des trucs comme ça Potentiellement. Je sais pas. Et je ne vais pas parler des confrères. Hein. Et j'ai un énorme, aussi bien Philippe, Alexis, moi ou autre, on a vraiment un énorme respect pour tous les confrères et vice-versa. Et vice-versa. Encore aujourd'hui, des confrères nous appellent depuis qu'on a lancé Tanoko pour nous proposer des choses en commun. Des collaborations, c'est possible sur pas entre labels, mais par exemple, je ne peux pas aller très loin dans ce que je vais dire, mais j'ai un de mes confrères / amis qui m'a invité il y a quelques mois pour participer à un de ces projets, en tant que Nelson, pas en tant que Tanoko. Alors qu'il sait très bien que je suis à la tête de Tanoko. Bien sûr. Okay. Donc, c'est juste pour dire qu'on est vraiment très chanceux au sein de l'équipe Tanoko d'avoir gardé
les autres éditeurs en tant qu'amis et qu'ils ne se mettent pas à dire maintenant c'est mes concurrents, je ne peux plus te parler. Et notre but est de rester serein avec tout le monde. On n'est pas là pour faire de la concurrence aux autres, on est là juste pour proposer plus de contenu pour les fans européens. Ce n'est pas pour cannibaliser ou pour dire je suis meilleur que les autres, venez acheter chez moi. Non, pas du tout. On est des fans, Philippe, Alexis, moi. Vous venez chez nous, nous avons des collections énormes et on va continuer d'acheter chez nos confrères parce qu'on aime vraiment ce que chacun fait. Chacun a sa ligne éditoriale et il le fait très bien. On ne veut pas dire qu'ils le font moins bien que nous. Au contraire, qui sommes-nous? Ils sont là depuis des décennies. Nous, on vient juste arriver, on est personne. Donc, on a tout à apprendre. J'ai fait un énorme détour parce qu'on parlait du nombre d'exemplaires. Donc, Olgo est tiré à 1500 exemplaires, coffret numéroté, mais sur ces 1500 exemplaires, il n'y aura que 1300 de commercialisés. 200 vont rester en coulisses parce que le coffret ne sera vendu que sur notre site internet. Donc, je dois être, moi et les autres, capable de remplacer un coffret qui sera perdu par la poste, qui sera abîmé en arrivant. Voilà, moi, je suis un fan, j'achète un coffret à 55 €. Je veux que par la suite, s'il est abîmé ou autre, je veux qu'il me soit remplacé. Donc, on garde 200 pour remplacer. Éventuellement, et c'est pas éventuellement, c'est pour offrir aussi à toutes les personnes qui ont participé au coffret. On a 6 traducteurs parce qu'il y a 6 langues. Il y a 6 langues. Il y a quelques coffrets qu'on doit fournir à l'ayant droit. Il y a nos coffrets à nous parce que je vais en garder 2-3 pour donner à mes parents, à mon fiole et ainsi de suite. Et donc, ça disparaît très vite, ces 200 exemplaires. J'espère que j'ai pas beaucoup de coffrets à remplacer. Mais on a toujours dit, ils sont numérotés, oui, mais on ne commercialise que 1300, jamais réimprimé. On ne fera aucune réimpression. Donc, il n'y aura pas dans 5 ans une réimpression de Golgo. On se pose la question en interne, est-ce qu'on fera plus tard une édition simple? On se pose la question en toute honnêteté, je vous l'ai dit, et on est le plus transparent possible. On ne ferme pas la porte, mais l'envie aujourd'hui, non, ce n'est pas de faire des éditions simples. C'est de faire juste des tirages limités, uniques. On verra si dans 2-3 ans, on change. Mais du coup, on serait sur environ 150 exemplaires à remplacer au cas où il soit perdu, au cas où il soit... À peu près de ce que tu m'as dit, j'ai l'impression... On en parle dans 2 mois. Peut-être ça. Mais du coup, je me pose la question, parce que justement, sur 1500, 1300, c'est un chiffre réaliste ou c'est histoire d'être large? Parce que c'est... c'est pas large. Ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par large? Large. Au niveau bénéfice, par exemple? Non, pour être sûr que vraiment tous les coffrets sont remplacés, et de dire désolé, on n'a vraiment plus rien, et de dire que vraiment il y a un pourcentage aussi énorme de risque que les coffrets soient abîmés ou perdus. Je vais te répondre avec un exemple. Il y a quelques mois, je vais citer Pauline, une personne que j'accompagne, que j'apprécie énormément et avec qui elle était avec moi sur Gcam. C'est une personne, une jeune demoiselle que j'apprécie énormément. Et Pauline, il y a quelques mois, a profité d'un Black Friday et a acheté chez un confrère un coffret spécifique. Elle a payé super pas cher, et ainsi de suite. Le coffret est arrivé chez elle ultra abîmé. Ultra abîmé. Donc, la première chose qu'elle fait, elle les contacte sur les réseaux sociaux, par mail, je ne sais pas, pour qu'il soit remplacé ou qu'il trouve un moyen. Ils ont pris 3 semaines pour répondre parce que heureusement le Black Friday a fait exploser les précommandes et du coup les commandes plutôt, ils ont eu énormément de commandes, ils ont eu un petit peu de temps pour répondre. Mais quand ils lui ont répondu, ils lui ont dit littéralement désolé, nous n'avons plus aucun coffret pour vous remplacer. Donc tu payes un coffret, même si c'est en Black Friday, même si c'est en promotion, tu payes un coffret, tu veux avoir le meilleur coffret possible chez toi. Donc moi, même si à la fin, une fois que les 1300, je croise les doigts, on croise les doigts, que les 1300 coffrets soient remplacés, si je me retrouve à devoir remplacer que 10, et si je me retrouve avec un stock dormant, je me retrouve avec un stock dormant. Mon but, bien sûr, n'est pas de dire il y a 200 coffrets qui disparaissent, qui sont abîmés ou autres. Au contraire. Mon but est vraiment juste d'assurer et d'avoir une marge derrière pour pouvoir remplacer. Mais en aucun cas, je souhaite qu'ils disparaissent ou autre. Mais je veux que le fan soit rassuré et qu'il se dise j'habite en Allemagne, j'habite même plus loin ou autre, que je vais recevoir un coffret, ou du moins que j'aurai le moyen d'avoir un coffret correct. Okay. C'est cool. En fait, je pensais qu'il y avait peut-être une moyenne au niveau de la poste, des services de livraison. Je sais pas si c'est... Un pourcentage de perte, et ainsi de suite. Ouais, par exemple, un pourcentage de perte par service. Il doit y avoir. Nous, on envisage 200 pour ce premier tirage. Comme je disais il y a quelques minutes, on est vraiment tout nouveau dans le milieu. On veut se donner... Il y aura des couacs.
Il y aura, on le sait très bien, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on se prépare mentalement à ce qui est des couacs, des problèmes, des critiques, et ainsi de suite. Moi, personnellement, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je me prépare à ça. Mais on le fait en mettant toutes les chances de notre côté. Et surtout, on le fait, on met énormément du nôtre. La quantité d'heures que Philippe, Alexis ont travaillé jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin sur ce projet, il faut savoir, et ça je le dis, il n'y a aucune honte et on est très fiers de le dire, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur plusieurs projets, pas que Golgo, attention. Hein. Golgo est le seul qui est aujourd'hui officialisé, mais ça fait d'autres projets qui sont en cours. Mais on n'est pas rémunérés. Ils ont tous les deux, ils ont un travail à côté, ils ont une vie de famille, ils ont des enfants et ainsi de suite. Ils travaillent énormément pour mettre en place cette maison d'édition. On y croit, on fait de notre mieux. On espère qu'on y arrive. Hein. On n'est pas meilleur que les autres, mais on se donne les moyens d'y arriver. Un projet sur le long terme, du coup, Tanuko, on n'est pas là complètement, pour complètement. shot, on est là pour complètement. de nombreuses années. Par exemple, et encore une fois, je ne veux en aucun cas que les personnes pensent que je suis en train de faire de la publicité pour mon projet, loin de là. Pour des personnes qui ont déjà pu le voir sur les réseaux sociaux, les quelques photos du packshot qu'on a mis sur les réseaux sociaux, ce film n'a jamais eu, et ça paraît prétentieux, je m'en excuse, ce n'est pas le but, ce film n'a jamais eu une aussi belle édition au monde qu'il ne l'aura avec nous. Et ça tombe bien, parce que c'est aussi le sujet du soir, le contenu du coffret, parce qu'on parle de coffret depuis tout à l'heure, le coffret. Pour ceux qui nous regardent en live sur Twitch ou en vidéo sur YouTube, vous avez peut-être vu l'image passer à l'écran. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce coffret, du coup, Golgo 13 pour le 40e anniversaire? Alors, merci beaucoup pour la photo. Donc là, vous avez 6 éléments sur 7. Le coffret, en fait, il y a 7 éléments qui composent un coffret. Sur la gauche, vous avez donc la sleeve, la haut-card jaune avec le titre Golgo. Donc, il faut savoir que tout le contenu a été conçu par un énorme graphiste génialissime. Le storytelling qu'on fera plus tard sur ce coffret est génial. On a fait exprès de dévoiler juste cette partie du coffret, ces images du coffret, parce qu'on veut absolument, et c'est marrant parce que Philippe, il y a encore quelques jours, me disait, Nelson, il faut qu'on fasse des nouveaux packshots, des nouveaux angles et tout ça pour donner envie aux gens. Je dis, mais mon but à moi, c'est juste que le fan se sente unique. Et quand il ouvre sa commande à la maison, qu'il découvre ce qu'il y a derrière. Mais j'avais pas vu ça, qu'il se sente vraiment unique. Donc, vous avez cette image-là, mais il y a encore beaucoup de surprises que vous ne pouvez pas voir là. Donc, la sleeve jaune, donc, qui va venir couvrir le coffret rigide qui est derrière, on voit juste un immeuble USA. Mais cette sleeve jaune, elle a été directement inspirée, et là, je le prends, elle a été inspirée du premier tome du manga japonais. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un vrai storytelling. La sleeve, elle est jaune, pas juste pour faire jaune ou simple, non. Elle a été inspirée du premier tome du manga japonais de M. Saito. Et le logo de notre coffret donc, a été designé, réalisé en interne par notre graphiste. Donc, même la sleeve a une histoire. C'est stylé. Quand vous verrez le derrière, quand vous allez voir le derrière, dans quelques semaines, vous verrez le détail. À l'intérieur, donc, il y a un coffret rigide. Pareil, le coffret rigide, là, vous voyez juste la tour USA à l'arrière. Ce coffret rigide va contenir un digibook, donc un petit livre avec 12 pages, rédigé en interne par Philippe. Un booklet de 76 pages avec du contenu complètement exclusif. Il faut savoir que toute la partie rédactionnelle est dans nos ouvrages en français et en anglais. Anglais, comme ça, on ouvre les portes à l'international. Et que ce soit au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne ou autre, ils peuvent lire le contenu s'ils ne lisent pas le français. Et après, le français pour tous les pays francophones de l'espace Schengen. Donc, bien sûr, on n'a pas les droits pour le Canada. Ou Afrique même. Donc, ce bouquin, et à l'intérieur de ce bouquin, on a la chance d'avoir plusieurs dizaines de pages avec des croquis qui n'ont jamais été imprimés au monde. Donc, ils sont présents sur le Blu-ray américain en tant que galerie d'images. Oui, ils sont présents sur le disque, mais niveau papier, ils n'ont jamais été imprimés. Et après, bien sûr, il y a une carte lenticulaire. Que pareil, j'ai déjà le prototype, la carte lenticulaire avec Duc Togo qui charge justement son arme. Et cette carte lenticulaire est vraiment la signature de Tanko. Chaque coffret Tanko aura sa carte lenticulaire. La phrase que notre graphiste a utilisée à l'époque, et j'ai toujours apprécié cette phrase, c'est l'animation dans la paume d'une main.
Donc, je C'est suis vrai. fan d'animation. J'ai un morceau d'animation dans C'est la vrai, paume de c'est ma bien main. vu ça. N'est-ce pas? Notre graphiste il a fait un travail génialissime. On a très très beau contenu là pour ce coffret. Est-ce qu'il y a d'autres Je choses pense. à rajouter ou on est déjà bien? Je pense. Et après, bien sûr, il y a tous les bonus vidéo qui sont sur la galette. Bien sûr. Il y a 2 galeries d'images qui font plusieurs dizaines de minutes. Pareil, c'est des croquis qui sont sur bouquin et il y a plus de 300 croquis qui sont quand même dans cette galerie Les croquis, d'images. c'est ce que tu as là? Alors, en effet, j'ai imprimé quelques pages. Je suis désolé, Pour ce n'est les pas les. montrer, pour faire un peu Voilà, de- c'était parce que le coffret, il Enfin, devait c'est être là. Un voilà, coffret. c'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée de ce que vous Voilà, dans- mais c'est des croquis vraiment de travail. sur le film très spécifiquement. Du coup, Et voilà, c'est pour des personnes qui apprécient vraiment ce genre de contenu. On a la chance d'avoir, et on va toujours essayer dans les prochaines œuvres d'avoir ce genre de contenu. C'est toujours fortement plaisant. Et après, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a des textes rédactionnels, il y a des interviews aussi, notamment pour ce premier, on a une interview de Van qui a fait renaître la pop musique dans les années 2000, a fait venir plutôt dans le devant de la scène. Donc on est vraiment sur une édition qui est vraiment soignée. Et ce genre d'édition, comme vous devez vous en douter, ça prend du temps à réaliser. bien sûr. Donc ça, c'est pas en 2-3 semaines, c'est beaucoup plus fastidieux dans le long terme. On est d'accord que chaque décision que vous prenez doit être validée par les Japonais, par les ayants droit japonais. Donc il y a beaucoup de Alors, retours, on prend d'aller-retour. beaucoup de décisions en interne. Il faut déjà que ça soit validé entre nous trois. En plus, déjà, ouais. Ça, c'est déjà c'est pas toujours évident. Il faut après qu'on calcule bien sûr le coût de production, si ça rentre ou pas dans le contenu, ou dans la possibilité de le produire. Et une fois qu'on a décidé, on écrit par exemple les textes et on fait une proposition aux ayants droit qui vont dire oui, non, possible, pas possible, j'aime ça, j'aime pas ça, il faut retirer. TMS Europe a été génialissime pour ce premier projet. Ils nous ont beaucoup soutenus et ils ont compris la passion qui nous guidait. Et ça a été un vrai travail depuis 2 ans, un vrai partage, on va dire, pour faire renaître le Golgo. Qui, maintenant, je tiens à le dire quand même, parce que beaucoup de personnes commencent éventuellement à le dire, ou même plus tard après en replay. Cette édition ne sera proposée qu'en VO sous-titré. Oui, ça, c'était aussi une des questions qu'on avait. Est-ce qu'on pouvait peut-être imaginer une version française ou Il y en a 2. versions Il y a 2 doublages français. Un est sorti en VHS dans les années 90, fin 90, et le deuxième par TF1 Vidéo en 2007. Mais alors pourquoi on ne le retrouve pas dans ce coffret? Parce que ça se paye. Hmm. Parce que ça se paye à plusieurs niveaux. Et là, je vais essentiellement me concentrer sur celui TF1 Vidéo. On a contacté, bien sûr qu'on a contacté la maison d'édition. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, je ne vais pas beaucoup m'en attarder, mais on les a contactés. Sauf que si je mets une version française, un espagnol, un italien ou un allemand va dire pourquoi il y a une version française et pourquoi il n'y a pas nos langues alors que les doublages existent. D'accord, donc il fallait prendre... Ça chiffre vite. Ouais. Ça chiffre vite et il faut de l'équitabilité pour tout le monde. Si on veut être un label européen, il faut prendre des décisions pour tous les pays similaires. Si je mettais que la VF, et vous allez comprendre, j'espère, à la maison comme vous ici, je ne peux pas parler de chiffres, mais imaginons que je mettais une VF. C'était un coût d'achat de licence, et pas que. Si je mettais la VF, il fallait que j'augmente le prix final du coffret de 6, 7, 8 euros. Je vais rester Seulement vague. pour la VF. Juste pour la VF. C'est balèze déjà. Donc si je prends 4 doublages, je ne connais pas les détenteurs en Espagne, en Italie, en Allemagne, donc c'est un travail supplémentaire gigantesque pour voir qui l'a fait, comment il l'a fait, si elle est disponible, si elle n'est pas disponible, et le prix. Beaucoup d'énergie, nous sommes que 3 aujourd'hui dans l'équipe. Et surtout, les coûts. Est-ce que il y a, oui, des fans, et on l'a très bien vu en France, moins en Espagne, en Italie ou autre, les personnes sont beaucoup plus condescendantes et portent beaucoup moins de ce point-là, mais on le savait depuis 2 ans, on le savait très bien en interne, que certains fans français seraient un petit peu réticents. Mais on doit aussi regarder à la pérennité de la maison, et si je veux continuer d'être là dans 3, 4, 5 ans, il faut prendre des décisions qui nous crèvent le cœur. Attention, on n'est pas en train de dire qu'on n'aime pas les VF. Au contraire. Elle est bonne, mais après, je me dis, c'est soit on ne l'édite pas, soit on l'édite trop cher et les personnes ne vont pas acheter. Est-ce qu'on connaît la popularité des doublages en Espagne, en Italie, en C'est un petit peu comme en France. Autant au Portugal, par exemple, je suis portugais, je peux parler, même si ça fait 20 ans que je suis parti, donc je n'ai pas suivi le marché,
Il n'y a aucun éditeur vidéo au Portugal, mais je parle bien sûr culturellement. Autant au Portugal, depuis notre plus jeune enfance, on est habitué à voir des films, des séries, version sous-titrée. On fait très peu de doublage. Les choses ont changé depuis quelques années. Donc, on est habitué à voir que des films en VO sous-titrés, surtout des films adultes. Les seuls doublages qu'il peut y avoir, c'est éventuellement des Disney ou autres pour un public plus jeune. Autant en Espagne, en Allemagne, en Italie, tout comme en France, les personnes mettent en avant, bien sûr, leur langue. Et c'est tout en leur avantage. Ils aiment énormément les versions doublées. Mais en faisant des lives avec plusieurs chaînes espagnoles, plusieurs médias espagnols, à chaque fois, j'ai eu le cas des personnes me dire « je préfère acheter cette œuvre en HD, même s'il n'y a pas la version espagnole qui existe pourtant, que ne pas l'avoir du tout. » Alors qu'en France, c'est plutôt l'inverse. Il n'y a pas la VF, je ne l'achète pas. C'est deux façons complètement différentes de voir le marché. Surtout qu'en plus, il y en a ils vont préférer l'ancienne VF, d'autres la nouvelle. Exactement. Il faut prendre les deux. C'est très délicat et ça fait en interne, c'est des questions qu'on s'est posées pendant de longs mois. Et ça fait 2 ans qu'on prend sur nous, on respire, on se disait on va en prendre plein la figure. Mais on assume notre choix. Et Golgo est déjà sorti en France. Il faut savoir que nos prochaines licences, et on a déjà certes pas mal de signés, nos prochaines n'ont jamais eu de VF. Donc ça résout la question. Voilà. À moins que là, ça passerait sur un budget encore différent d'aller produire une propre VF. Je ne dirais pas que imaginons que la maison d'édition, et c'est tout le mal que je nous souhaite, ça fonctionne du tonnerre et que dans 3 à 4 ans, ça marche très bien. Si dans 3 à 4 ans, et à revoir, mais si dans 3 à 4 ans, on a les moyens, pourquoi ne pas refaire Golgo avec la VF historique? Je dis une grosse bêtise. C'est pas prévu et comme je disais tout à l'heure au tout début, le but est de ne pas faire de reprint. Mais on ne ferme aucune porte. Les choses évoluent. Donc Tanouco n'est pas anti-VF. Si je comprends bien, on pourrait quand même imaginer. C'est juste que soit on laisse le marché complètement s'essouffler et on parle de grosses sommes d'argent pour faire de la vidéo. Soit on suit notre passion, on suit notre envie, on fait quelque chose sans la VF. Soit on reste les bras croisés, on regarde les autres éditeurs qui s'éteignent au fur et à mesure et on ne fait rien. Bon, au moins, on comprend pourquoi du coup la VF n'est pas présente VF ou d'autres on aimerait versions. beaucoup, mais on ne peut pas. Exactement. On comprend qu'il y a quand même des problèmes de budget derrière et c'est des choses que peut-être en tant que consommateur on ne peut pas comprendre forcément. Mais nous, on est ouvert à la discussion voilà, et on le dit. On l'a annoncé d'ailleurs sur un communiqué cet été, à la rentrée plutôt, sur nos réseaux sociaux et on n'est pas du tout fermé à la... On en parle très naturellement parce que c'est normal que les fans se posent des questions et on est là pour répondre avec grand plaisir. L'annonce du coffret et même l'ouverture des précommandes du coffret a été suivie par une diffusion cinéma dans plusieurs cinémas à travers la France, si je ne dis pas de bêtises. En Europe même. En Europe. C'était quoi les villes, les dates un petit peu, la tournée On a commencé, on avait une tranche de diffusion accordée par les ayants droit de juillet à septembre. Okay. Donc on est allé à Lisbonne, Bruxelles, Genève. C'est cool, en vrai. C'est cool. Les gens sont déplacés dans les différentes villes, c'est trop bien. Après voilà, il faut le dire aussi, il y avait l'envie de fêter les 40 ans du film, faire découvrir au maximum de personnes possible. Après, on est un petit éditeur, on est arrivé sur le marché, très peu de personnes nous connaissent encore. Donc voilà, je ne peux pas dire qu'on a rempli des zéniths. Bien sûr. Mais ça arrivera un jour, on espère. Mais le but, c'est aussi une volonté là, pour dans le futur de refaire des diffusions un petit peu Carrément. Moi, oui. Golgo, d'ailleurs, la sortie cinéma était une envie personnelle. Et les autres ont suivi tout de suite quand j'ai mis l'idée sur la table. À voir en 2024, il y a déjà des idées pour d'autres licences, oui, de le refaire. Et t'as pas peur que ça, comment dire, ça aille un peu conflit avec l'achat, cannibalise, c'est ça. Donc, ça s'auto-cannibalise, c'est ça, parce que par exemple, moi j'ai pas vu le film, tu vois, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma malheureusement. On en a parlé lors de Japan Expo. Ça tombait mal, mais on le savait très bien. On le savait très bien. Si, genre, j'étais allé voir le film, je pense, en tout cas, moi, personnellement, en tant que consommateur, je serais moins susceptible d'acheter le Blu-ray. À moins que le film m'explose la tête, ce qui est tout à fait possible. Golgo a plusieurs points positifs. C'est le premier film où il y a des images de synthèse générées par ordinateur au Japon. Donc rien que pour ça, c'est déjà un pilier de l'animation japonaise. C'est le seul film, je compte pas l'OAV Queen Bee, qui est sorti de Golgo, film d'animation, puisqu'il y avait 2 films live sortis quelques années auparavant. Donc c'est le seul film de Golgo qu'il y a eu. Il y a eu après une série télé dans les années 2000 et ainsi de suite. Mais Golgo est un pilier de l'animation.
le contenu du coffret vient vraiment enrichir la visualisation du film au cinéma. J'ai parlé par exemple de tous les bonus, je n'ai pas parlé, pareil, d'une signature qu'il y aura à chaque édition, c'est chaque film sera accompagné d'une vidéo d'introduction filmée par notre équipe. Donc par exemple, Golgo, vous avez le moyen, en lançant le film, de regarder soit avec, soit sans introduction. Philippe présentera ces quelques 4 minutes de mise sur le contexte, de comment Golgo est sorti, pourquoi il a été réalisé, ainsi de suite. Ça, c'est trop cool. Trop bien, c'est des petits rajouts comme ça. N'est-ce pas? Et on a la chance, encore une fois, que l'ayant droit nous a suivis et ils ont validé ce petit bonus. Là, on devait filmer les intros de notre prochain coffret hier, mais ça a été décalé un petit peu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais voilà, non, si ça avance. Et c'est ce genre de choses qu'on garde bien sûr sous le coude pour inciter les personnes à acquérir le coffret. Mais aujourd'hui, que ce soit au cinéma ou même sur une plateforme streaming, Netflix, quand ils achètent les droits d'une œuvre, ils achètent pendant une durée de temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Si dans 3 ans, tu as envie de voir Golgo, tu vas le voir comment si tu n'as pas le coffret. C'est clair. C'est le grand avantage, et on va en parler encore une fois dans quelques minutes, c'est le gros avantage du support physique, c'est que tu peux le regarder quand tu veux. Et même au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment un aspect collection. Bien de sûr. d'avoir l'objet chez toi, dans ton étagère. Et c'est pas nous, on veut. C'est là où il y a une plus-value pour moi. C'est la grosse plus-value. C'est ce qu'on veut, c'est d'avoir tous les... D'où le coffret aussi un peu collector. Complètement. Parce que si je veux juste voir le film, j'achète une version normale. Et si je veux avoir l'objet, et un bel objet, et ce qui est à l'intérieur également. C'est ce qu'on voulait. Si c'est pour réaliser un coffret dans un boîtier plastique, je ne suis pas en train de dire qu'on ne le fera pas. Évidemment. Tout est une question d'économie. On a notre envie, on a notre idée aujourd'hui. Dans 2 ans, si on voit que ça ne suit pas, il va falloir changer il va falloir changer d'idée, tout simplement. Et revenir un petit peu sur le plastique. Mais ce qu'on voulait, c'est vraiment d'avoir des vernis sélectifs, un gaufrage, d'avoir des choses que tu n'as pas avec un boîtier plastique simple. Et c'est des éditions collector, c'est notre envie d'apporter quelque chose supplémentaire. C'est du temps, beaucoup de temps passé sur nos éditions. On sortira facilement des coffrets, et un coffret tous les 3 mois, par exemple. Parce qu'il nous faut du temps pour réaliser nos coffrets. C'est pas... ça va, ça reste... qu'on ferait le prochain coffret. Tous les 3 mois, tu penses que c'est faisable? On aimerait. En vrai, ça va. Pas, là, pour les prochaines licences, on est à peu près dans les timings, ouais. Je parle d'un prochain coffret d'ici la fin du tournage. Là, peut-être qu'on aura un petit teaser, quelque chose à vous. Si vous êtes sage, il se pourrait que vous ayez une petite avant-première ici. Alors, si vous éditiez tous les films réalisés par Desaki, je peux rien vous annoncer. Non, j'ai dit, Philippe, je sais que tu nous écoutes. Philippe est un fan de Desaki, donc pourquoi pas. Mais après, on ne veut pas non plus se fermer. Et c'est une des choses qui est revenue plus en réunion, c'est un petit scoop, qui est revenu sur la table à plusieurs reprises. On aime beaucoup de films Desaki. Mais on ne veut pas qu'on dise Tanoko, c'est le label Desaki. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de films de Desaki que nous voulons éditer, oui. Après, est-ce qu'on va s'enfermer juste avec ce réalisateur? C'est ça. Et on peut pas. Au-delà de ça, est-ce que la volonté de Tanoko, c'est de rester aussi dans le côté un peu rétro, vraiment film patrimoine, voilà. C'est la volonté? Ou est-ce qu'on pourrait voir peut-être des trucs plus récents? Il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses à cette question. On va se consacrer pour l'instant et dans les 2 années à venir sur du patrimoine. Ouais. Okay. Parce que comme je l'ai dit au tout début, il y a beaucoup d'œuvres qui n'ont pas été exploitées. Aujourd'hui, tu as tous les éditeurs qui se jettent sur la nouvelle série à la mode, sur le Jujutsu et ainsi de suite, mais très peu regardent sur ce qui s'est fait il y a 30 ans. Donc, on veut vraiment apporter des œuvres inconnues, mais connues en France. D'ailleurs, ça, je me demande, est-ce que c'est... je suppose que s'ils le font, ça doit marcher, mais j'ai un peu de mal à voir la logique. Par exemple, tu parles de Jujutsu. Est-ce que le public de Jujutsu Kaisen achète des Blu-ray? Pas forcément. Là où à côté... moi, je suis un public de Jujutsu et j'achète des Blu-ray. Ouais. Mais je te comprends. Je te taquine. Tu n'es pas la cible de je te taquine. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais. Aujourd'hui, peut-être pas. Parce qu'on est sur une tranche d'âge assez jeune. Mais peut-être dans 5-10 ans, s'ils continuent toujours d'apprécier le milieu, peut-être qu'ils vont revenir sur le support physique.
Après, tout est une question de, je vais pas dire d'éducation, qui sommes-nous pour éduquer les gens, mais c'est juste au moins d'offrir la possibilité de... On a commencé un petit peu à parler du coup du marché, donc on va peut-être rester sur ça pour le moment. Vous le savez, en magasin aujourd'hui, on peut trouver la nouvelle série à la mode. Tu parlais de Jujutsu Kaisen ou autre, en DVD, Blu-ray, que ce soit dans n'importe quelle grande enseigne. DVD que Blu-ray, malheureusement, depuis 2 semaines. Là. Effectivement, et on en parlera aussi. Est-ce qu'on peut peut-être d'abord faire un petit historique, si vous voulez bien, des différents formats physiques qu'on a pu avoir. Évidemment, la VHS. Est-ce que vous avez connu la VHS? Le Laserdisc. J'en ai quelques-uns à la maison. C'est joli. C'est joli, c'est un bel objet. C'est un très 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 bel objet. Encombrant, mais très bel objet. Un très bel objet. C'est pour ça que j'en ai. Mais la VHS, bien sûr qu'on a connu la VHS. Tu penses qu'on a jeune. Je pense qu'on a tous connu. Ouais. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des VHS d'animés. Par contre, j'avais j'avais des VHS de plus de dessins animés. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais tous les Tom Sawyer. Alors, spoiler, c'est un animé. Oui, c'est vrai. C'est vrai après coup, quand je t'ai dit, oui, bien vu, oui. Ah, Masako Nozawa, oui, fait Tom Sawyer, oui, blablabla, oui, voilà, dis l'anecdote. Non, mais j'avais Tom Sawyer. Je crois que j'avais les Rahan aussi. Les Rahan en VHS. Okay. Ça, par contre, je crois pas que c'est un animé. Rao, peut-être. Tu sais que déjà, frérot, je sais Non, c'est que. Tu sais que ça me fait penser d'ailleurs, les VHS de Pokémon, elles avaient une carte lenticulaire. Ah ouais? Ouais. Ah, les VHS de Pokémon avaient ce. Sur la couverture, j'ai juste eu les DVD. Tu peux l'enlever, t'avais le truc imprimé et t'avais un truc lenticulaire. J'étais pas encore en France. En fait, je suis arrivé en 2002, vraiment à la passation de VHS. Les derniers labels vidéo venaient de finir la production des dernières VHS et le DVD était arrivé 2-3 ans par avant. Je me souviens très bien d'avoir commandé mon tout premier DVD, j'étais encore au Portugal, par Dynamic Vision, qui est devenu après Dybex. J'avais commandé mon tout premier DVD au Portugal par Dybex. Ok. Non mais je fais bien de parler des VHS Pokémon, parce qu'il n'y a pas plus tard que quelques semaines, j'étais en brocante, je passais par là, et j'ai acheté des VHS Pokémon juste pour le kiff, je les ai vus, j'ai fait... Incroyable. Franchement... Alors moi j'ai acheté beaucoup de VHS juste pour la couverture, juste pour des pièces de collection. Mais voilà, moi je vais sûrement jamais... J'en ai pas. J'en ai. Pas ici en France, mais j'en ai encore chez mes parents. Des télé cathodiques directement avec les magnétoscopes. C'est incroyable ça. Ça c'était enregistrer ton truc, ça c'était dingue. Maintenant, il y a même des grandes surfaces. Je pense à la Fnac qui a mis justement à disposition la possibilité de numériser les VHS. Oui. Donc, vous allez à la Fnac et vous pouvez numériser les VHS en DVD ou en support digital. C'est fou ça. Donc il vous donne une clé USB avec le contenu de la VHS. Après, je crois qu'à la maison, c'est pas si compliqué aujourd'hui. Si tu as 2-3 trucs pas trop chers à acquérir, tu peux le faire à la maison. Même pas trop aujourd'hui. Je crois que je pense que ta grand-mère qui veut numériser son film, elle va aller chez la Fnac plutôt. Oui, bien sûr. Ça, bien sûr. Ouais, mais par exemple, aujourd'hui, tu as beaucoup, et on parlait tout à l'heure de la VHS Golgo, la VF. Aujourd'hui, si tu veux avoir des vieilles VF, il faut passer par là. C'est vrai. Parce qu'elles ne sont jamais, c'est des VF qui n'ont jamais été numérisées. Donc on parle de VF analogique. Donc il faut passer par les VHS pour les avoir. Pour tout ce qui est préservation aussi, on parle de patrimoine historique. Exactement. Ça, c'est super important ça, d'avoir des trucs qui soient numérisés. Je pense notamment aussi dans le jeu vidéo. Les vieilles cartouches, s'il n'y a pas des dumps, au bout de 15 ans, elles meurent. Donc, je pensais dans tous les domaines, même il y a pire, parce qu'aujourd'hui, on sait par exemple, je vais encore prendre l'exemple du jeu vidéo, mais c'est aussi le cas justement dans le streaming et la vidéo, même le cinéma. Il y a la numérisation qui est poussée à fond. Même sur les chiffres de vente, bon après est-ce que c'est modifié ou pas, je crois que j'avais vu un chiffre de vente, je crois sur PlayStation, je crois que c'était un truc du genre 40% maintenant sont du physique ou 30%, mais ça me paraît lunaire. Mais maintenant le numérique est supérieur et malheureusement on s'apparente à des dérives, genre par exemple un truc que j'aurais pas pensé voir sur le store EA, je sais plus si sur PC ou sur toutes les plateformes, tous les anciens FIFA sont partis. Oui. Tous les anciens FIFA, donc pourtant l'un des jeux les plus vendus au monde, le jeu qu'on retrouve à 2 centimes en brocante, maintenant il va être à 1 euro. Et ça impacte bien sûr le marché de la vidéo. On est justement sur cette dématérialisation au maximum de tout. C'est ça. Et la vidéo, et vous êtes sur Paris, région parisienne, il vous suffit juste d'aller à la Fnac des Halles, par exemple, et une grosse partie du -3 était dédiée à les vidéos.
Aujourd'hui, cet espace-là, il a été divisé par 2. C'est ça, c'est que ouais. j'allais en venir, c'est que les espaces en rayon DVD Blu-ray, ils ont fait que ratisser année après année à chaque fois que j'allais à la Mais Fnac. c'est pas qu'en France. Là, cet été, donc pour la tournée de Golgo, j'étais à Lisbonne. Ouais. Pareil, je me suis promené à la Fnac. La Fnac au Portugal, du moins, je me trompe si j'en ai loupé, mais j'en ai fait 3-4 Fnac. Ils n'ont plus de DVD ou Blu-ray à la Fnac au En Portugal. vrai, c'est pas si étonnant que ça. Hein. Ne serait-ce que l'augmentation de la vitesse de connexion. Avant, tu téléchargeais un film, c'était Mais justement, des heures et des heures. aujourd'hui, Là, c'est 10 secondes. il y a beaucoup de personnes Ça qui joue. pensent qu'en regardant une série en streaming en HD, qui vont vraiment avoir une vraie HD. Ben non, en streaming, tu n'auras jamais une vraie HD comme un support numérique. Jamais. Tu n'auras, parce que le débit n'est pas le même, parce que tu peux pas avoir un film qui va te faire sur un Blu-ray qui va te faire 30 gigas, tu peux pas avoir un film 30 gigas sur une On les plateforme en voit streaming. quand c'est des. Dans les trucs un peu de téléchargement ou quoi, quand c'est des vrais Blu-ray, des remix ou quoi, ils font 60 gigas, t'as 3 épisodes dessus, t'es ah oui, d'accord. Là, peux pas. c'est pas soutenable. Après, le problème au niveau du physique, c'est que, par exemple, nous, quand je dis notre génération, c'est quand même assez large. On a été une génération qui a beaucoup connu le piratage, faut être honnête. Complètement. Donc, du coup, on est habitué au. Tout maintenant, rapide, facile. On est habitué, voilà. C'est une réalité, c'est triste, mais c'est une réalité. Et surtout, on est habitué à se dire, ah, allez, bon, le truc est en 360p dégueulasse, j'arrive à peine à lire les sous-titres, mais voilà, je peux consommer au moins le truc. Donc, du coup, aujourd'hui, on s'est habitué au confort. Donc, au final, la qualité, je trouve que c'est plus considéré comme secondaire par rapport au format. Ça m'a toujours surpris, ça. Que les gens aient sur des sites. Enfin, en fait, t'as toujours des solutions. Si tu veux pirater, c'est une chose. T'as toujours des solutions pour avoir un truc qui soit acceptable, mais les gens, ils en ont rien à foutre. En 2023, oui. En 2012, même en 2012, 13, il y en 14, avait. c'était pas le cas. Tu Ah bah, n'avais c'est pas, même. tu n'avais pas des plateformes de streaming où quand tu avais, je me souviens très bien, pour Wakanim, le combien ils se sont fait descendre justement parce que ils te faisaient payer un abonnement à 5 € le mois, quoi. Juste pour regarder un streaming alors que certains pouvaient le télécharger illicitement. Les personnes ne comprennent pas. Aujourd'hui, oui, beaucoup plus. Les personnes sont plus... Parce qu'il y a une plus grande communication, les réseaux sociaux sont plus accessibles. Une transparence dans l'industrie aussi. Aujourd'hui, un fan peut comprendre que derrière, tu as des centaines de personnes qu'il faut rémunérer. Tu as le mangaka pour format papier, mais derrière, pour une adaptation, tu as le réalisateur, tu as des centaines de personnes, tu as des studios qui travaillent. Donc, à partir du moment où je vais télécharger illicitement, ces personnes-là perdent le travail. Perdent toute rentrée d'argent, pardon. Alors qu'en achetant, même si c'est un format dématérialisé, ils vont toucher des royalties derrière. Ils touchent un pourcentage. Donc c'est juste rémunérer dûment le travail de chacun. Mais c'est vrai qu'en 2013, il n'y avait pas cette possibilité de choisir une offre légale. Donc Oui. je veux télécharger parce que j'ai envie de voir le dernier épisode de X. Aujourd'hui... Limite, à l'époque, le piratage, c'était pour certaines œuvres, c'était limite le seul moyen de préserver, en fait. Moi, j'ai toujours été assez méchant sur ce. Parce que, est-ce que toi, si tu as envie d'aller manger un burger de grande qualité, est-ce que tu vas le payer ou tu préfères limite manger et sortir en courant et ne pas payer ce que tu as mangé? Si tu n'as pas les moyens, tu vas pas manger dans un bon restaurant. Donc, si j'ai pas les moyens, pourquoi est-ce que je vais télécharger illicitement et voler le travail d'un autre? C'est pas, on va me dire, c'est pas le même débat. Mais aujourd'hui, l'exemple est le même. Je vais dans un restaurant, il y a des personnes qui ont travaillé pour me faire à manger. Ouais, après, là, je pense qu'il voulait dire, par exemple, c'est plus, tu vois, je prends l'exemple de Hippo, là, qui récemment est arrivé sur ADN et Netflix. Il y a 2-3 ans, Hippo, c'était introuvable légalement. Bien sûr. T'étais obligé de Les passer par le premiers épisodes qui étaient sortis en DVD, et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même ce truc qui aujourd'hui existe moins, mais qui existe encore de temps en temps sur certaines séries. Merci Disney. Mais c'est vrai que c'est... Là, par exemple, SAO est plus dispo. Sword Art Online, qui est une série qui est quand même, c'est balèze. Je pensais qu'il avait comme 30 SAO, si t'as pas le Blu-ray, encore en attente. Y a pas. Il y a aucun. Ça m'a surpris qu'il y ait quelques trucs qui disparaissent avec Wakanim. C'était attendu. Mais SAO, j'avoue, pour le coup, c'est quand même une grosse série. C'est balèze. Après, je sais qu'il y avait eu des. Bon, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, on peut les trouver ou quoi, mais des
DVD Blu-ray Oui. de la série. Donc ça est toujours disponible chez. Et là, j'ai envie de te dire, si chez t'avais mes acheté les confrères. coffrets DVD Blu-ray, tu les aurais à la maison. Et t'aurais aucun souci de voir sur Art Online. Donc finalement, Je on les revient- ai, je pourrais te les prêter. Je les ai. Parfaite représentation du débat. C'est littéralement, là, on vient de montrer un exemple parfait. Mais voilà, après, oui, c'est un coût, oui. Aujourd'hui, on a une offre culturelle, et sans parler que d'animation, on a une offre culturelle qui est gigantesque. Il faut faire des choix. Soit je vais à un concert, soit je vais au ciné, soit. Oui, non, Et acheter un Blu-ray, un film, oui, c'est un coût. C'est un C'est coût, sûr. mais c'est un coût même au Japon, finalement, parce qu'on parle beaucoup de la Japon, France et tout ça. Au Japon, ça coûte extrêmement cher aussi, le marché du Blu-ray. Ah bah au Japon. Je t'achète 4 épisodes. Enfin, non, 2 même. J'ai des séries à la maison japonaises. Oui, bien sûr. Moi, par exemple, j'ai des séries à la maison où Yuri on Ice, Shingeki no Kyojin, quoique il y avait 3 épisodes peut-être sur Shingeki. Mais j'ai beaucoup de séries où il y a noir, en DVD ou autre, 2 épisodes par disque. Ouais. Et ça coûtait combien 70 €. Tu payes 35 C'est €. lunaire. C'est un Mais truc la énorme. production d'animation au Japon compte justement sur la vente de DVD Blu-ray pour rentabiliser la série. Aujourd'hui, moins quand même. Quand même, Quand crois-moi même, que hein. si. C'est-à-dire ça à Mappa et leurs 1500 exemplaires vendus sur Aujourd'hui- Chainsaw Man, ça doit leur faire bizarre. aujourd'hui, moins alors, parce que- ça c'est, je me permets juste sur cette histoire, c'est un peu plus spécial parce qu'en gros, de ce que j'ai compris, il y a des ventes internes à Mappa et sur le Recon, on a en gros ce qui est en public, on n'a pas ce qu'il y a via leur site et tout. Donc apparemment, Oui. le chiffre est un peu plus complexe et J'espère, tout. parce que sinon c'est... Mais après, c'était pas non plus une vente choquante par rapport à d'autres trucs. Genre, je sais pas, Mob Psycho, c'est du 800 ventes, quoi, par exemple. J'ai regardé il y a pas longtemps les chiffres pour un travail autre, justement, et j'ai remarqué que. Je sais que même au Japon, le marché est pas non plus. Aujourd'hui, si t'as. Alors qu'avant, je pense, c'était. Enfin, c'est pas, je pense, c'était plus le cas. Ou si ta série bidait en DVD Blu-ray, le studio était un. Ouais. Alors qu'aujourd'hui. Il y a eu dans l'histoire de l'animation des gros couacs méconnus en France. En plus, vous allez comprendre, je vais vous donner un exemple. Mais justement, via des couacs en vente DVD Blu-ray, DVD à l'époque. En 2005-2007, est sorti par Bandai Visual au Japon le coffret avec l'intégrale des 2 saisons de Ghost in the Shell Standalone Complex. De très beaux coffrets avec l'intégrale de la série, chose qui se fait rarement au Japon, qui se faisait rarement à l'époque au Japon, mais un très beau coffret intégral avec un bouquin de plus de 200-300 pages. 3800 €. Il coûtait super cher. Il coûtait plusieurs centaines d'euros. Ah ouais, comme... Je veux pas, je veux pas te dire de bêtises, mais il devait dépasser facilement les 700 € à l'époque. À l'époque, je parle donc de 2005-2007, à l'époque, on avait la branche de Bandai Visual en Europe, en France, BIZ, Bandai Entertainment European Zone. BIZ, qui avait fait une réplique de ce coffret pour la France. Le coffret, en France, coûtait dans les 120-150 €. Donc, quand les Japonais ont entendu parler de ce coffret qui était une copie conforme à l'édition japonaise, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commandent tous l'édition française. Et Bandai a perdu des milliers d'euros parce que le coffret japonais ne se vendait pas. J'avais déjà entendu cette Oui. histoire par le Et c'est depuis, non, qu'il y a le truc des sous-titres, que tu peux pas... Désactiver, par Tu peux pas exemple. désactiver les sous-titres, des trucs Où comme ils sont ça, plus ouais. regardants avec la zone, quoique le DVD, à l'époque, le DVD a la même zone que le Japon. Ce n'est pas le cas pour le Blu-ray. Les zones sont différentes. Mais zone 2 pour les DVD japonais et européens. Donc voilà, il y a eu énormément de problèmes. Donc quand tu as une maison d'édition japonaise et tu perds des milliers d'euros parce que tu as été peu regardant sur les autres éditions, non. Et aujourd'hui, ils font beaucoup plus attention. Même contractuellement, les contrats sont beaucoup plus rigides qu'ils pouvaient l'être à l'époque. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il y a quand même un long délai sur les sorties Blu-ray en France ? En partie ? Parce que j'ai l'impression que même quand un truc est récent... C'est un long débat parce que longtemps à entre... sortir. Oui et non, parce que quand tu achètes... quand une série, un film sort au Japon, moi, en tant que label japonais, je veux pas qu'un autre label au monde sorte son édition au même temps que la mienne, parce que du coup, je vais moins vendre mon édition à moi. Donc déjà, tu vas avoir quelques mois de sursis justement pour mettre en avant ton édition. Mais à côté, la France doit faire traduire le film, peut-être le doubler, avec tous les éléments graphiques, doivent concevoir le coffret, si c'est pour une sortie en support physique. Donc c'est du délai qui vient se rajouter. Donc le temps entre une sortie japonaise et une sortie française et un mix de j'ai besoin de X temps
pour rentabiliser mon titre Japon. Pour qu'il ne fuite pas, parce que si un film sort en support physique en France ou en Europe ou ailleurs, bah, il peut plus facilement fuiter sur Internet que Ce qui est souvent arrivé même. Souvent. Et à côté de ça, il y a aussi tous les professionnels qui doivent travailler le titre pour une sortie, ils doivent le planifier aussi, ils doivent mettre le film dans une chaîne de distribution au niveau national, ainsi de suite. Et tout ça, ça se planifie avec tous les prestataires, avec toutes les personnes qui font partie de la boucle. Donc tout ça prend du temps. Donc non, c'est pas qu'une envie forcément des Japonais. Il y a un mix de plusieurs choses. Et il faut aussi dire, et on l'a vu pour la sortie DVD de Yuri on Ice, je me souviens très bien à l'époque, ou Avex Trax à l'époque, interdisait la vente de cette série à tout pays externe au Japon. Donc je suis en France, je veux aller sur mon site de précommande japonais, je veux commander. Ah non, vous habitez en dehors du Japon, vous ne pouvez pas le commander. Donc à l'époque, aujourd'hui, il y a moins. Mais à l'époque, il y avait certaines enseignes, certaines maisons d'édition qui interdisaient la vente à l'étranger en disant « ce produit est pour les Japonais, pour le Japon ». Si vous voulez, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Quand le film Dragon Ball Super Héros est sorti au Japon, en support physique, beaucoup de fans se plaignaient qu'il y avait une teinture jaunâtre ou verdâtre, je ne sais plus, sur l'édition physique. Et donc, tu as certains fans américains et européens qui commentaient sur les réseaux sociaux mais pourquoi Toei a mis ce filtre? Et Toei a littéralement répondu ce titre-là est destiné au marché japonais. Donc, attendez que ce film-là sorte via un éditeur de votre pays pour pouvoir, entre guillemets, faire ce genre de commentaires. Okay. Donc, même si aujourd'hui la mondialisation est un fait, et si beaucoup de fans vont acheter les éditions japonaises, moi le premier, les Japonais, parfois, ils aiment bien mettre les points sur i en disant attention, ce produit est pour le marché asiatique, japonais. Ok, très bien. Puis d'ailleurs, on parle du Blu-ray DVD, on est en 2023 maintenant, et on sait que voilà, le public français, en tout cas, même dans le monde, mais français plus particulièrement dans notre cas, boude un peu le format physique, à l'ère évidemment des Netflix, Wakanim, enfin Crunchyroll, du coup, ADN et compagnie. Qui marche mieux que jamais, j'ai envie de dire, c'est les plateformes en tout cas, de ce que je sais. Ils ont un énorme catalogue, donc. C'est ça, et encore plus depuis le Covid où il y a eu de plus en plus de monde qui se sont abonnés et qui ont commencé à consommer de cette façon-là. Quoique certains sont pas au meilleur de leur forme. Qui ça? Je pense notamment à Disney+. Bon après Disney ils sont dans une situation très particulière, mais. Je pense que ça va revenir. Il y a beaucoup de remaniements en interne. Voilà. Oui, on verra. On fait pas pour Disney. Oui, après, on peut pas les pleurer. Mais... non. Et de toute façon, j'allais dire, on parle de Japanimation, donc Disney, pour l'instant. Ouais, ils font. Oui, je plaisante. Bleach, il sort sur Disney+. Comme Ned Unlock, cela dit. Non. Mais ça sera le sujet d'un autre, d'un autre podcast, si vous le voulez bien. Je vous pose la question toute bête, mais pourquoi, du coup, les gens ne se ruent pas dans les Fnac, Leclerc et compagnie pour acheter le dernier Blu-ray du dernier film de la dernière série à la mode? J'ai jamais acheté un DVD ou un Blu-ray d'animé. Pourquoi? Attends. J'en ai un seul, je l'ai vu gratuitement à une avant-première. Pour te dire, c'est le One Piece. J'inviterai pas. et pourtant, je suis collectionneur. Qu'est-ce que tu collectionnes du coup? Plein de choses, mais étonnant pas les. Parce qu'en fait, je trouve que, je pense un des trucs, c'est le prix. Les gens voient le prix et même si le prix il va être justifiable par plein de raisons, je pense qu'il y a une barrière. Par exemple, tu vas acheter un film ou tu vas acheter une série et tu vois des prix qui vont, je pense notamment en série, on va monter sur des plus de 50, 70 euros parfois. Soit t'as juste un DVD, tu seras jamais client chez moi. Tu sais. Il m'a fait de l'œil. Mais genre, c'est. En fait, soit t'as une édition qui est vraiment, on va dire, minimaliste pour être gentil, qui du coup apporte pas vraiment grand chose, notamment parce que maintenant il y a les plateformes et tout. Si je veux le regarder, je peux le mettre sur Netflix, entre guillemets. Et dans l'autre temps, je trouve le prix, moi, me bloque de ouf. Mais aujourd'hui, tu vas dans des grandes enseignes, tu as un film qui est sorti il y a 6 mois, dans l'offre 3 films achetés, tu payes 2 films achetés, 3e offert. Tu payes 3 films en Blu-ray pour 30 euros. Tu vois ça pour les animés? Parfois, tu as des films d'animation japonaise, oui, pour des animés qui rentrent dans ce genre de. Mais
t'auras juste le DVD dans la boîte bleue classique. Quoi. Toujours un petit bonus en support à l'intérieur de la galette, oui, sur la galette. Parce que moi, c'est ça où j'ai dû. Si tu as toujours, alors pas toujours, mais tu as au moins 3 fois minimum dans l'année quelques films d'animation qui rentrent dans ce genre d'offre, oui. Oh oui, j'ai déjà vu des grands classiques de certains confrères rentrer dans ce genre d'offre. Kazé à l'époque, Crunchy maintenant, Oldie Anime ou autres qui font ça. Pardon. Ils font du DVD maintenant, Crunchyroll. Pour que tu te rattrapes. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, ils ont récupéré la branche de Crunchy. Exactement. Il y a déjà de longues années. Je ne savais pas que c'était rebrandé le truc. Depuis début d'année, je ne veux pas dire de bêtises, tout ce qui sortait sous le label Kazé maintenant sort sous le label. Le film Jujutsu Kaisen, il est estampillé Crunchy. La dernière saison, la 5e de My Hero Academia, quand elle est sortie en DVD, un Blu-ray, c'est sorti sous le label Crunchyroll. Sailor Moon, qui est sorti il y a quelques semaines, la première saison est sortie en DVD Blu-ray sous le label Crunchyroll. Donc oui. Et après, ils te font un petit peu comme nous, ou du moins, eux, historiquement, c'est eux les premiers à le faire. Crunchyroll est une maison américaine, donc du coup, tu as aujourd'hui des demi-saisons. Quand on parle d'une série de 26 épisodes, ils te font des demi-saisons internationales. Donc, c'est un boîtier, pour le coup, basique, en plastique, mais qui sort dans plusieurs marchés. Américains, français, allemands, italiens. Mais du coup, pour le produit en soi, c'est un petit peu, je trouve personnellement que c'est un petit peu cher. Parce qu'on parle de 60 €, 12 épisodes dans un boîtier plastique. Tu vois, mais voilà. Mais encore une fois, aujourd'hui, tu sors. Je peux les comprendre, attention. Tu sors un Blu-ray dans tous les marchés dont je viens de citer. Oui. Et bon, parce que c'est la France, je vais le mettre à 40 €, mais pour l'Allemagne, je vais le mettre à 60. Non, les personnes vont se dire, mais pourquoi dans un pays, le même produit coûte moins cher qu'ici? Donc, il faut trouver, selon le portefeuille de chacun, il faut trouver un juste milieu et mettre le même prix dans tous les marchés. Ça se fait toujours d'ailleurs ce truc de Blu-ray DVD? Tu as toujours des combos DVD Blu-ray, oui. Ça doit faire augmenter le prix de ouf. Il y a, je vais parler d'un confrère, il y a 2 semaines justement qui a fait un live Twitch avec Kana quand ils ont annoncé donc la fin du support, la fin d'édition en support Blu-ray, parce qu'on a cité tout à l'heure via leur label vidéo. Et il parlait à juste titre la différence de coût de production d'un DVD et d'un Blu-ray. Quand tu arrives à un laboratoire qui me dit je veux que vous me fassiez le menu, je veux que vous me fassiez le squelette d'un disque, rien que le fait que ce soit en Blu-ray, déjà de base, sans qu'il fasse rien, tu dois mettre 2 000-2 500 € sur la table. On parle à combien pour un DVD? On est à 200-300 € de mémoire. Ah oui, quand même. Moi, comme je ne fais pas de DVD, je connais de loin le chiffre pour DVD, mais on parle de... Et après, le pressage. Le pressage d'un disque, c'est juste des centimes d'un DVD. Alors que sur Blu-ray, tu as 2-3 € le pressage. En plus, le Blu-ray, c'est il coûte 10 fois plus. Technologie propriétaire. C'est à ça que je pensais. Sony est propriétaire et tu payes des royalties à Sony. Ça, c'est ouf. Ils sont vraiment mis bien. Bien sûr. Mais c'est là où, et je vais faire le parallèle avec les jeux vidéo, c'est d'un côté, j'ai un brevet et je suis le détenteur de la technologie Blu-ray, mais à côté de ça, je fais des consoles numériques où je ne peux pas glisser un disque. C'est vrai que c'est très bizarre. C'est toute la dualité. Bien sûr. C'est quoi ces conneries? C'est vrai. C'est vrai, merde. Voilà. Mais l'avantage pour eux, c'est justement de faire des consoles numériques. Parce que si tu achètes un jeu vidéo en support physique, toi, en tant que fan, tu vas jouer. J'ai joué, j'ai arrivé à la fin, je l'ai fait 2-3 fois. Allez, je vais le vendre en occasion. Donc, tu as un fan qui va acheter ce jeu et donc tu auras 2 joueurs, 3 joueurs, même si celui-là décide de le revendre à nouveau, tu auras 3 joueurs pour un seul achat qui revient à Sony. Alors que en support dématérialisé, tu ne peux pas filer ton jeu à d'autres personnes. C'est pour ça qu'ils ont créé des consoles numériques, c'est juste pour que chaque personne n'ait pas à revendre son jeu dans le marché de l'occasion où il perdait énormément d'argent. Surtout qu'au-delà de ça, c'est si tu limites à ton store, ça fait que les gens ils payent plein pot, donc il n'y a pas de tri qui fait que je vais acheter mon jeu à 40 au lieu de 80, non, tu vas bien acheter ton jeu à 80 c'est un petit peu, ou à 70 en promo. C'est mais dans un contexte complètement différent, donc je ne veux pas qu'on me tire des pierres, mais c'est aussi pourquoi chez Tanco on édite nos coffrets que sur nos sites internet, pour plusieurs raisons. Quand tu édites un film, une série dans le marché traditionnel de la vente, même les mangas, environ, et j'arrondis un petit peu les pourcentages, 30% du prix de l'œuvre revient au distributeur. 30% du prix
du produit revient à l'enseigne qui le vend. Donc toi, en tant que maison d'édition, sur ce prix-là, tu as déjà perdu 60%. Ce que fait Meian, par exemple. C'est pour ça que je pense aussi C'est qu'ils très peuvent sortir compliqué. des Si trucs, on peut en parler après un petit peu d'eux. C'est des grands amis. Je peux parler un petit peu d'eux, mais c'est complètement différent. Ah ouais. Et tu vas comprendre pourquoi. Nous, si on le fait en interne, c'est pas pour gagner 60% vis-à-vis des autres. Parce que ces 60%-là, on va faire un packaging avec des digibooks, avec des couvertures rigides, avec des livres et ainsi de suite. Depuis 2-3 ans, le prix de la matière première, du papier et du carton a augmenté de 40%. Le pourcentage, et encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, le pourcentage, le bénéfice, si je veux ainsi dire, de GoLogo, il est minime. Je ne vais même pas le dire parce que c'est risible. Beaucoup de personnes disent qu'il est cher, mais si on rentre dans les détails, le bénéfice que j'ai de ce produit, il ne va pas me servir à produire un produit miroir. Hein. Pas du tout. Mais justement, ces 60%-là que je ne gagne pas parce que je le vends en interne sur mon site internet, je vais pouvoir augmenter la qualité du produit et surtout, je peux garantir aux ayants droit japonais que mon coffret ne s'est vendu que dans l'espace Schengen. Et c'était une des contraintes aussi, c'est Nelson, tu vas avoir un film qui est sous-titré en anglais. Il va peut-être entrer en concurrence avec la maison d'édition américaine qui a déjà acheté les droits, ou avec l'Australie. Donc moi, en tant qu'éditeur européen, je dois garantir et fournir, si besoin il y a, une preuve aux ayants droit comme quoi je peux tracer chaque vente. C'est contractuel. Et il a fallu les rassurer, ce qui est tout à fait logique. Donc si je le vends sur site internet, c'est juste pour avoir une certaine marge pour augmenter la qualité, pour proposer des coffrets de plus grande qualité. Mais c'est aussi pour rassurer les ayants droit en leur disant « Soyez rassurés, nos confrères en Amérique, en Asie ou ainsi de suite ne seront pas cannibalisés, n'auront pas un marché cannibalisé par notre produit. » Tout simplement. N'est-ce pas concernant Meian, ils ont l'avantage, et l'histoire elle est très longue, mais beaucoup de personnes, et j'ai déjà entendu certaines personnes déformer un petit peu, alors qu'ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de dire, déformer un petit peu l'historique. Meian a l'énorme chance d'avoir leur propre entrepôt et avoir son propre réseau de distribution. Donc à partir du moment où j'ai mon entrepôt et mon réseau de distribution, je paye moins cher. Donc pourquoi est-ce que je vais vendre une édition parfaite à 15 € alors que si je la vends à 12 €, je suis toujours bénéficiaire. Donc eux, s'ils font ça, c'est juste parce qu'ils n'ont pas toutes les dépenses dont je vous ai citées qu'une enseigne lambda, qu'un autre confrère va avoir. C'est ce qui leur permet du coup d'avoir des prix plus concurrentiels. Ce n'est pas, ils sont pas là pour casser le marché. C'est juste qu'ils ont, heureusement pour eux, parce que c'est des personnes qui sont là dans le marché depuis plus de 30 ans, ils sont là, ils ont leur avantage qui permet de vendre à l'époque des DVD beaucoup moins chers que les confrères, parce qu'ils avaient les moyens, ils avaient le stockage. Et aujourd'hui, le stockage coûte une fortune. Ah ouais. Le stockage coûte une fortune. Un exemple tout bête, je ne sais pas si vous avez vu dans les réseaux sociaux, dans la presse, début d'année, les Funko Pop, le producteur américain a dû détruire des milliards de dollars de Funko Pop parce que ça revenait plus cher de stocker les Funko Pop que de les détruire et éventuellement en refaire plus tard. Ah ouais. Sur une situation un peu plus ancienne, c'était le cas en 2020 avec le Covid et le pétrole. Le pétrole ou les barils, il y avait dans certains pays, je crois à New York notamment, où on devait te payer, enfin techniquement on pouvait te payer pour acheter parce que entreposer tous leurs barils revenait extrêmement cher. Le stockage coûte énormément cher. Coûte vraiment cher. Ouais. Coûte vraiment cher. Je ne sais pas si quelqu'un peut confirmer éventuellement ou trouver la page, parce que c'est facilement trouvable cette information-là des Funko Pop, mais le stockage coûte énormément cher. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la maison d'édition en question peut proposer des finitions et des éditions parfaites moins chères que des confrères, c'est juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes charges qu'eux. Et heureusement pour eux, tant mieux. Quand tu veux sortir des Kingdom ou des Baki, de toute façon, t'as intérêt à être un peu accroché aussi. Quand tu vois des Karakuri Circus, la qualité d'impression, les gaufrages, les reliefs, exactement. C'est une découpe spéciale qui se paye. Mais voilà, tu vends ça à 12,95 parce que derrière, ils payent moins, ils n'ont pas toutes les mêmes dépenses que les autres. Et même le stockage, ça me rappelle un peu, encore une fois, la situation du jeu vidéo dont on parlait tout à l'heure. Ce que je voulais aborder aussi, c'est que bon, il y a le pourcentage qui gagne en plus parce qu'ils ne vont pas vendre le jeu dans le commerce, parce qu'ils vont en gagner un en plus, etc. Et surtout, on parle de grosses entreprises, donc en stockage numérique, genre tu prends par exemple Microsoft, qui est une des plus grosses bases numériques au monde de serveurs, pour eux, c'est pas ça leur revient moins cher. C'est leur serveur au pôle Nord pour les refroidir.
Peut-être. Ah, j'ai entendu quelque chose comme ça, ouais. Google, un des deux. Pas pôle Nord, mais dans les pays nordiques, justement, parce que fort probable. Fort probable. Oui, j'ai lu quelque chose comme ça aussi. Et que, ouais, bah, du coup, forcément, bah, comme c'est dans leur serveur, c'est pas que ça leur revient moins cher, mais en tout cas, ça leur fait pas vraiment un coût supplémentaire. Exactement. Pour revenir quand même sur le format plus DVD et Blu-ray de la Japanimation notamment, est-ce que déjà, le fait qu'il y ait deux formats qui coexistent aujourd'hui, DVD et Blu-ray, DVD, que ça commence à faire un petit moment quand même que ça existe. DVD, c'est que du 720p, je crois, c'est ça? C'est ça. Est-ce que la cohabitation entre les deux formats, qui aujourd'hui est un peu, voilà, c'est comme ça, c'est forcé, est-ce qu'elle est bénéfique, d'après toi? Ou est-ce qu'il voudrait peut-être mieux se séparer de l'un? Tout dépend des goûts. Il y a énormément de personnes qui continuent d'aimer le DVD en tant que client, parce que c'est moins cher déjà de base. Bien sûr. Parce qu'il est moins cher à produire, donc il va être moins cher à vendre aussi. Et du coup, en tant que fan, je peux acheter plus. En tant que fan, personnellement, je suis toujours pour la haute définition. Et aujourd'hui, on s'achète tous des télés 4K, des télés énormes ou autres. Mais si c'est derrière pour regarder des DVD, bah, ton matériel ne suit pas le produit. Le DVD continue d'exister pour des questions de coûts de production et des coûts d'achat du client. Il est moins cher à produire, beaucoup moins cher à l'achat. Et donc, c'est pour ça qu'il continue d'exister. Donc rien que pour ça, il continue de faire vivre les œuvres via ce support-là. Le Blu-ray, il coûte beaucoup plus cher à produire, du coup plus cher à acheter. Et c'est surtout surtout, c'est un grand mot, mais il y a les fans hardcore, même si hardcore est un gros mot, qui vont acheter produits HD. C'est un long débat et j'aurais pas de réponse, en toute honnêteté. Surtout, ce qui est terrible, c'est que justement, bah, pour beaucoup de gens, ils voient ces DVD, on est en mode, bon, bah, peut-être que des fois le débit vidéo sera un peu plus élevé. Pour ceux qui ne savent pas, un débit vidéo, ça fait que même si ton œuvre est en 720p, une œuvre en 720p avec un haut débit vidéo fera que une œuvre en 1080p avec un bas débit vidéo sera de moins bonne qualité. Mais du coup, ben, pour la majorité des gens, ils sont en mode, donc j'ai un DVD qui va être de cette qualité, et puis à côté, j'ai l'animé sur Crunchyroll ou autre qui va être en 1080p. Donc pour la majorité, les œuvres sont produites en HD. Donc je parle pas pour des films d'il y a 20-30 ans. Je parle aujourd'hui pour les œuvres qui sortent aujourd'hui. Oui, elles sont produites en HD. Donc tu as un matériel en HD et tu vas faire du SD, du Small Definition sur un support vidéo. C'est dommage. D'un côté, mais d'un autre côté, c'est bien d'avoir le choix. En tant que fan, je suis content d'aller dans un rayon d'une quelconque surface culturelle et de dire j'ai le choix, soit l'un, soit l'autre. C'est ça. Ce que j'apprécie moins en tant que client, je dis bien, pas en tant que mise en édition, c'est d'arriver, de me forcer à acheter une œuvre en DVD, alors que le film existe, il y a une source HD, et que en France, on ait fait un choix. Économique, encore une fois, je peux comprendre. Et aujourd'hui, en tant que professionnel, je comprends très bien les choix qui sont faits par derrière et les enjeux qu'il y a. Je le comprends très bien et je ne peux que soutenir mes confrères qui font ce genre de choix. Nous, par exemple, au sein de Tanuko, on ne fera que du Blu-ray. Ok, donc ça, c'est un choix clair et précis. On ne fera que du Blu-ray parce qu'encore une fois, notre but est de mettre à disposition les œuvres dans le meilleur format possible. Ah. Ça, c'est... Okay. Et toutes les œuvres qu'on a déjà acquises, et on espère celles qu'on acquérera dans le futur, seront issues de masters achetés au Japon. Ok. J'ai une autre question, et on va peut-être je vais te la poser dans une mise en contexte un peu plus précise. Mm-hmm. Supposons qu'une grosse plateforme avec un gros N rouge, parce que quand tu achètes le format... question. Quand tu achètes je sais pas, les droits de Golgo 13, tu achètes les droits physiques, non numériques, j'imagine. Voilà, imaginons que le gros N arrive et se dit j'aurais bien avoir le film Golgo 13 sur la plateforme, j'achète, enfin ils achètent du coup les droits numériques. Est-ce que pour toi c'est une bonne nouvelle en tant qu'éditeur du coup physique? C'est une excellente question. C'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est au contraire peut-être quelque chose de... Je vais rentrer un petit peu dans la confidence. En tant qu'éditeur, en général, tu as 3 packs. Tu as un pack support physique, tu as un pack support numérique, ou tu as un pack des deux. Donc en tant qu'éditeur, je peux acheter les deux. Je ne vais pas vous dire lequel j'ai. Je ne vais pas vous dire lequel j'ai. Mais pour répondre à ta question, en toute honnêteté, si jamais ça arrive, j'espère que ça arrive quand le coffret sera en rupture de stock. Parce que c'est une question qu'on s'est posée en interne et on nous a déjà posé la question, mais est-ce que vous serez content qu'il arrive sur...
ça risque de cannibaliser. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les personnes qui vont acheter le support physique vont l'acheter pour avoir une qualité supérieure, bien sûr, qu'en support numérique, et surtout en streaming, pardon, et surtout pour avoir plein d'extras qu'il n'y aura pas sur la plateforme au grand N rouge. Si cela arrive, si cela devrait arriver avec Golgo ou avec d'autres œuvres, j'aimerais que cela arrive quand mon coffret est en rupture de stock. Un peu plus tard, quoi. Surtout que c'est des œuvres où je pense, typiquement, il y a aussi beaucoup d'achats, un peu de curiosité de gens qui n'ont pas vu le film. Que c'est des trucs que tu as dit qui, bon, là, c'est sorti il y a longtemps. De ce que tu nous as laissé comprendre, les prochaines, ce seraient des trucs qui ne seraient pas encore sortis en France. Donc, il y a beaucoup de gens. Il y a même je pense, une de nos licences. Je Ouais. vais vous donner juste un t'écoute. petit teasing. Il y a même une de nos. Note. Non, je ne peux pas dire ça. Si, allez, désolé, je pars. que vous... Non, on va rester. On va rester dans la lignée de Golgo. Chacune, du moins des licences que nous avons déjà, on a plusieurs licences, sera toujours une édition unique au monde. Et l'autre licence, du coup, tu disais Je vais vous dire à la fin, promis, si vous restez là jusqu'à la fin, je vais vous dévoiler un petit quelque chose. Je lève un petit voile sur une de nos prochaines licences. Ce n'est pas la prochaine, c'est une de nos prochaines. Si je comprends bien, du coup, si un film, par exemple, l'animation est sortie, même actuellement est déjà disponible sur une plateforme quelle qu'elle soit, pour vous, c'est pas forcément intéressant de le sortir en physique. Alors, je vais répondre dans le cas inverse aussi, tu vois, un petit peu. Je vais répondre à cette question-là avec une question qui a été posée tout à l'heure à laquelle je n'ai pas entièrement répondu. Et la question était, est-ce que je pourrais éditer d'œuvres plus actuelles et moins patrimoine? Parce on s'est éloigné un petit peu de cette question. Aujourd'hui, je vais sortir plusieurs œuvres patrimoine. Est-ce qu'il serait logique, à côté de ces 3, 4, 5, 6 licences, de sortir un truc de 2015? Dans la ligne éditoriale, c'est vrai que bon, voilà. C'est un peu compliqué. C'est une question en interne. Et on a beaucoup d'envie. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous trois, on a facilement une centaine de titres en tête. Ça dépend, si vous faites plusieurs labels, enfin pas labels, mais collections. C'est une des questions qu'on se pose. Donc, peut-être que l'année prochaine aura déjà voilà. Il y a des idées, j'ai pas de réponse le temps aussi, le truc voir vivre comment un ça avance, peu. exactement. On veut rester dans une logique et tout se fera naturellement. Après, la marque est forte. Si tu restes aussi que dans le côté patrimoine, on a tu sais que Tanko égale patrimoine. C'est ce que fait Isan par exemple dans le manga. Isan dans le manga, Isan manga effectivement, où c'est très voilà, tu sais que ils vont faire ça. Tanuko, tu sais aujourd'hui ils vont faire ça. Si demain tu commences à me sortir la nouvelle série, je sais pas, Spy Family, je dis n'importe quoi. C'est un peu bizarre. Du coup, tu sors de. Enfin, l'image n'est plus la même. L'image de marque n'est plus la même. Après, il y a patrimoine et patrimoine aussi. Tout est une question de communication. À partir du moment où tu expliques correctement aux fans, aux personnes qui sont derrière, et que les personnes comprennent le pourquoi du comment et pourquoi tu fais ça et comment tu le fais, a priori, les personnes vont te suivre. Par contre, si tu commences à faire des choses sans justifier, pas justifier, le mot justifier est très grand, mais expliquer le pourquoi du comment et qu'il y a une logique derrière, les personnes peuvent éventuellement, et on espère, suivre. Après, concernant ta dernière question, à l'heure actuelle, des titres que nous avons déjà et que nous avons en tête, aucun titre n'est disponible, que ce soit aussi bien numériquement sur une plateforme ou pas. Peut-être qu'à mi-terme, on pourra acquérir des titres, et j'en ai un ou deux en tête, qui sont sur une plateforme numérique. La question s'est posée il y a encore 1 an. On avait envie d'une licence bien particulière. Entre-temps, elle est sortie sur une plateforme numérique. La question qui se pose, est-ce qu'on arrête et on ne pense plus à ce titre-là, ou est-ce qu'on pourrait quand même l'éditer ultérieurement? Moi, je suis... Après, on est trois, on a chacun nos avis personnels et on se respecte énormément. Là-dessus, moi, je suis de l'avis que si jamais tu proposes un contenu extraordinaire, exceptionnel ou autre, tu peux faire une édition physique. Voilà. Moi, je suis quelques plateformes numériques, oui. Mais en tant que quarantenaire, je préfère au support physique.
Parce que tu es vieux. Non, mais je vais même dire, j'étais je suis à la porte de mes 42. Figure-toi que, je vais même aller plus loin, j'étais un anti-Netflix. Et c'est justement pendant ce satané premier confinement. En fait, pourquoi je suis tombé dessus? Tout simplement parce que je suis un grand fan de Ghost in the Shell. Et à l'époque, ils mettaient en ligne, en exclusivité, Ghost in the Shell 2045. C'est un complexe 1045, donc produite pour Netflix, la première partie. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je m'inscris, premier mois gratuit, je regarde la série et après je résilie. Sauf que voilà, premier confinement, tu n'avais pas grand-chose à faire et tu laisses. Et encore aujourd'hui, encore il y a quelques heures, j'étais dessus. Donc aujourd'hui, avec mon âge, ça peut m'embêter de temps en temps de me lever pour mettre un Blu-ray, donc je vais sur Netflix alors que j'ai le Blu-ray à côté. Donc ça m'arrive. Mais encore une fois, et on est tous au courant que tu as souvent beaucoup de titres qui disparaissent du catalogue Netflix. Donc le fait de l'avoir chez toi, voilà. Ça c'est dur, ça disparaît rapidement. Les exclus Netflix, elles sortent jamais en Blu-ray nulle part. Genre Crybaby par exemple, Devilman Crybaby. Ouais. Ça, je me dis, si un jour ça disparaît, je sais pas, parce qu'ils s'embrouillent avec le studio ou quoi, ça peut être une bizarre. série qui a cartonné partout dans le monde, La Casa des Papel. Ouais. Pas de support physique. Ça, Lupin, avec Omar Sy, pas de support physique. Si demain ça saute, ça peut être bizarre. Ce qui est ironique parce que Netflix à la base, c'est un service de prêt de DVD. Au tout début. Au tout début. D'ailleurs, ils ont arrêté ce service, je crois, il y a pas si longtemps que ça. je crois. Non, il y a je dirais 2-3 ans. Je crois que c'était 2016, mais je veux parce que oui, j'avais entendu ça il y a longtemps, mais apparemment j'ai entendu aussi l'information il y a quelques mois. J'étais en mode comment ça, je crois qu'ils avaient arrêté. Mais c'est peut-être qu'ils ont arrêté peut-être juste aux États-Unis où c'était peut-être encore actif. Oui, Dorian, on a tous vu la vidéo YouTube qui a buzzé il y a quelques mois. Quoi oui, je vois très bien à qui tu parles. Non, Stranger Things, ils font des pop-up stores partout dans le monde. Ils te vendent tout et n'importe quoi, mais pas la série en Blu-ray. C'est normal, c'est leur logique, ils respectent et ils doivent s'en sortir. Mais c'est dommage. Mon cher Nelson, quel est le futur de Tanuko? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi les plans sur du moyen long terme? Est-ce que tu peux nous en révéler plus? Pas forcément encore les titres ou le titre dont tu veux parler ce soir. Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est rester du coup, si on comprend bien, du format Blu-ray physique. Oui. Gros coffret, collector, ouais. numéroté. Oui. Avec des lentilles... lenticulaires, toujours. Si on arrive à les financer, oui. Donc c'est un beau projet. Donc Golgo arrive première quinzaine de décembre. La livraison commence première quinzaine de décembre au plus tard. J'espère avant, si on a des bonnes surprises, mais voilà. On travaille activement sur d'autres licences. Et là, je vais vous dévoiler un petit scoop. Il est là. Et pourquoi je vais le dévoiler? Parce que ce grand monsieur célébrait hier son 95e anniversaire, le 3 novembre 2028. Et toute l'équipe est très honorée, mais honoré et peu pour dire de combien nous sommes fiers, contents et intimidés limite de travailler. Je vais rester vague, mais c'est exprès, mais, parce que je ne vais pas trop en dévoiler, mais on travaille sur une œuvre de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka himself. Le père du manga moderne. Tu parlais tout à l'heure de Isan Manga, donc, qui édite beaucoup de Osamu Tezuka. J'ai vu hier que Kana a mis certains titres avec d'autres labels, Delcourt Tonkam ou autres, a mis beaucoup de titres sur Isneo, il me semble, sur une plateforme numérique. Oui. Exactement, ils ont mis beaucoup de mangas de Osamu Tezuka hier à l'occasion de son anniversaire. Et pareil, nous, on travaille depuis quelques années sur un des titres de Osamu Tezuka dont on vous dévoilera davantage dans quelques larges semaines, dans quelques mois. En plus, c'est un petit peu dans l'actualité avec l'adaptation d'Urasawa et Tezuka plutôt sur Netflix. Plutôt, il y a aussi l'arrivée de Eden sur Disney+. Oui, c'est aussi issu de Tezuka. Donc, il y a vraiment un cosmos il y a beaucoup de planètes qui... Il y a beaucoup de planètes... Voilà, justement, Eden. Oui, il y a un alignement. Mais voilà, ça, c'est des projets sur lesquels on travaille depuis longtemps. Mais le coffret Tezuka sera toute l'essence de Tanuko. Les personnes ne sont pas prêtes avec ce qui va arriver avec ce coffret. Très grosse ambition sur ce coffret, du coup. Oui. Le coffret sera unique au monde. Même au Japon, ils n'ont pas fait un truc pareil.
En discussion Écoutez, toujours avec l'ayant droit ou Non, c'est déjà signé, Non, c'est c'est déjà déjà traduction fait, déjà c'est bon. faite. Ah oui, d'accord, donc on Ouais. est Ah non, c'est à pour ça. un stade Tout, avancé. tout comme pour Golgo, nous, quand on annonce les choses publiquement, C'est que ça arrive dans les. tout est validé. On ne peut Ça pas aussi, faire de... je sais que généralement dans Je tout vous ai ça, levé légèrement, je vous ai déjà levé d'autres le voile pour Tezuka, mais c'est un très 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 beau coffret. Et, pardon, je t'ai coupé. T'allais me- je disais, dans ce genre de marché un petit peu voilà, du collector, du numéroté et compagnie, quand on précommande, souvent il y a des mois de délai, des années de délai entre la C'est ce qu'on commande. va éviter. Et d'ailleurs, Tanoko, c'est la volonté d'avoir très rapidement l'objet. l'envie qu'on avait, et je vais être très clair, l'envie qu'on avait pour Golgo, et c'est ce qu'on a toujours pensé depuis de longs mois en tête, on annoncerait la création de Tanoko et l'arrivée de Golgo quand le coffret sera déjà là, pour dire les gars, vous pouvez l'acheter tout de suite, il n'y a pas besoin de précommander. Sauf qu'il y a eu Japan Expo, il y a eu l'envie encore en 2023 de célébrer le 40e anniversaire de Golgo. Donc c'était soit maintenant, soit jamais. Ce serait dommage qu'on fasse en fin d'année, avec les fêtes de Noël, tout le monde serait occupé, une sortie au cinéma, tu vois. Donc il y a eu 2-3 éléments qui nous ont fait, je vais pas dire obligés, mais on s'est dit, Accéléré. allez, on va faire l'annonce tout de suite. On va faire l'annonce tout de suite. D'ailleurs, pour Golgo, à l'occasion de la sortie cinéma, on avait offert ce programme du film. C'est un des goodies qui est offert souvent au Japon. Tu vas voir un film, tu as soit un pamphlet, soit tu as un petit goodies. Donc ça, pareil, on l'a réalisé en interne. Plutôt au Japon, hein. Ils aiment bien l'argent. Ça dépend. C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Et nous, on voulait un petit peu se rapprocher justement de ce que faisait le Japon, et on a offert ce pamphlet avec quelques croquis qui seront présents sur le coffret, entre autres. Mais les personnes qui ont eu la chance d'aller au cinéma, ils l'ont eu. Et on fera toujours ce genre de démarche un petit peu collector et d'offrir du mieux qu'on peut des choses. Je crois que c'était pour super-héros où le livret était assez important parce qu'en fait, il donnait certaines informations qu'on n'avait pas à côté. Genre la ce forme de bouquin, Gohan et tout. Il a été rédigé encore une fois par Philippe, toujours en français et en anglais, puisque c'est le même que nous avons offert dans tous les pays en Europe. Yes. Et donc voilà, il y a cette envie de faire de gros collectors, et on espère, si le public est là, s'il nous soutient et s'ils apprécient ce qu'on fait, on va faire du mieux qu'on peut pour continuer ce genre de collector. Donc dans les prochains mois, il y a d'autres licences qui vont arriver, toujours avec des gros coffrets, et à chaque fois qu'on fera l'annonce, exception et pour ce soir, même si je n'ai pas cité de titre, on les annonce avec le produit qui arrive bientôt. Donc là, par exemple, le Tezuka, sans donner de date, quand ce sera annoncé, ça arrivera dans les prochaines semaines, prochains mois. On verra. Après Parce que là, c'est un coffret vraiment imposant. Ok. Vraiment, vraiment, vraiment imposant. Vous ne vous rendez pas compte. Là, Golgo à côté. Ah ouais. Eh bien, écoutez, on a hâte de découvrir ça J'ai sur hâte vos de vous réseaux le sociaux. dire, hein. On a tous hâte de dire ce qu'il y a dans ce coffret, mais pour l'instant. J'imagine bien. Je ne peux pas non plus tout révéler ce soir. Bien sûr. Et on le comprend totalement. Pour retrouver toutes les informations à venir, ça se passe sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et compagnie. Tanoko EU Europe, bien sûr, donc sur notre site internet tanoko.eu ou sur les réseaux sociaux, Twitter, Twitch. Twitch, on a une page, mais j'ai pas encore fait de live. Instagram, Facebook et Twitter, essentiellement. En tout cas, n'hésitez pas à suivre les différents comptes pour ne rien louper. Est-ce qu'il reste des coffrets pour Golgo qu'on peut encore en Il commander? est toujours disponible, bien sûr, sur tanko.eu. Il est encore disponible. Les précommandes ont été ouvertes il y a un mois maintenant, le 2 octobre dernier. On continue les précommandes et, comme je vous disais, là, dans les semaines à venir, il va commencer à être expédié avec des petites surprises à l'intérieur. Eh bien, écoutez. Le but est vraiment d'ouvrir le carton et de se dire « Ah, mais je ne m'attendais pas à ça. » Voilà. Ben, franchement, j'espère qu'on aura des petites réactions sur les réseaux sociaux, des différentes photos. N'hésitez pas. Je pense qu'ils seront très contents de voir ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ceci. Écoute Nelson, c'était super intéressant, vraiment encore une fois. Merci beaucoup de nous avoir. Merci à vous pour peut-être patience le temps d'un podcast. Non, même l'équipe vous remercie beaucoup pour l'invitation. Mais merci à eux. On est toujours là pour vous. Et on vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci. Pour la suite de tous les commentaires positifs et même à nos confrères qui ont, encore une fois, je le dis, beaucoup de nos confrères qui sont venus soit par message, soit venus nous voir directement pour nous souhaiter bonne chance et on est très contents. Très, très contents. Écoutez, que de bonnes nouvelles ce soir. Merci à tous
de nous avoir suivis ce soir pour cette édition de BAM qui était consacrée au marché de la vidéo dans la Japanimation, Blu-ray, DVD, compagnie. On a eu du coup Nelson de Tanuko avec nous pour discuter de tout ça. C'était super intéressant. On se retrouve. Merci beaucoup aussi de là et de rien, effectivement, ici, d'avoir été là. C'est gratuit. Y a pas de... C'est gratuit. C'est pas ce que j'ai entendu tout à l'heure en antenne. Merde. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour de nouvelles éditions de BAM, Banger Anime Manga Masterclass. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. À bientôt. Thank you.